Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce jeudi. Nouvel accord de Brexit entre Londres et Bruxelles. Un an après le premier, le Royaume-Uni et l'Union européenne sont parvenus à un nouveau compromis sur la frontière irlandaise. Que contient cet accord? Toutes les explications dans un instant. Appel scellé, déjà menacé, alors que Boris Johnson a désormais besoin de l'approbation du Parlement britannique. Les travaillistes et les Nord-Irlandais ont déjà rejeté le texte. Notre journaliste Alasdair Sanford nous expliquera pourquoi c'est encore loin d'être gagné. L'annonce d'un cessez-le-feu par le vice-président américain Mike Pence. Une semaine après le début de l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie, l'armée turque doit suspendre ses opérations pendant 120 heures. Elles s'arrêteront complètement une fois que les Kurdes se seront retirés de la zone tampon que les Turcs veulent créer. Et puis nous irons en Autriche où le réchauffement climatique affecte la qualité des vins blancs les plus prestigieux. Alors que les Verts ont fait une percée lors des dernières élections, les exploitants en appellent aux autorités. Près d'un an après le premier accord, rejeté à 3 reprises depuis par les députés britanniques, Boris Johnson et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ont annoncé aujourd'hui être parvenus à en sceller un second. Que contient-il? En quoi est-il différent du premier? On fait tout de suite le point avec Stéphanie Morbois. Le nouvel accord de Brexit conclu à l'arraché entre Londres et Bruxelles est fait de compromis des deux côtés. Les pourparlers se sont concentrés sur plusieurs questions sensibles, notamment celle de l'Irlande. Exit le backstop. L'accord porte ainsi sur la manière d'éviter le retour d'une frontière entre l'Irlande, qui est membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, tout en permettant des contrôles douaniers. L'Irlande du Nord reste légalement sur le territoire douanier britannique, mais appliquera les droits de douane de l'Union européenne. La conséquence, c'est que des contrôles douaniers devront être pratiqués en mer d'Irlande, dans les ports et dans les aéroports. Autre point important du nouvel accord, la question de la TVA. Désormais, le service des douanes britanniques sera chargé de l'application et de la collecte de la TVA et les règles de l'Union européenne concernant cette taxe sur les marchandises continueront de s'appliquer en Irlande du Nord. L'accord final reprend aussi 2 exigences de l'Union européenne concernant la sécurité juridique pour les citoyens européens au Royaume-Uni et pour les citoyens britanniques qui vivent dans un État membre. L'accord introduit enfin une période de transition jusqu'à fin 2020 pour un départ en douceur de l'Union européenne. Accord conclu à Bruxelles, mais à Londres, c'est encore une toute autre histoire. Boris Johnson doit désormais faire approuver le texte au Parlement britannique et cela semble mal parti. On retrouve au cœur de la rédaction d'Euronews notre journaliste Alasdair Sanford. Alors Alasdair, l'opposition travailliste a déjà rejeté le texte. C'est aussi le cas des unionistes nord-irlandais. Alors qu'est-ce qui concrètement leur pose problème ? Alors, les unionistes du Democratic Unionist Party ont toujours été opposés à quoi que ce soit qui sépare l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. En particulier, ils avaient des réserves avec 2 aspects de cet accord tant qu'il était proposé. Ce qui est dans le texte, c'est effectivement un double système douanier. C'est un peu compliqué. La position légale et officielle, c'est que l'Irlande du Nord va quitter le système européen douanier. Pourtant, en réalité, il y aura des contrôles douaniers qui vont s'effectuer dans la mer d'Irlande, donc entre l'Irlande du Nord et le reste et la Grande-Bretagne. Ça, c'est la position pratique qui va dire que l'Irlande du Nord va appliquer les procédures douanières de l'Union européenne. Pourtant, les unionistes disaient qu'ils pouvaient accepter tout ça à condition que leur deuxième point était accepté, et ça, c'est sur le consentement. Alors, ils veulent absolument garder le droit d'opposer son veto à ce nouveau système. Pourtant, dans le texte, les décisions vont être soumises à l'Assemblée de l'Irlande du Nord que 4 ans après la période de transition. Ça, c'est hors jeu pour les unionistes. Il y a un blocage actuellement. Il n'y a même pas de l'Assemblée en Irlande du Nord. Ça n'existe pas depuis 3 ans. Un blocage politique total. Donc les unionistes restent opposés. Le gouvernement va les mettre sous une pression énorme d'ici la session dans le Parlement britannique. Pendant ce temps, le Conseil européen réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Bruxelles jusqu'à demain. On l'oublie un peu, mais il va aussi se concentrer sur d'autres dossiers majeurs comme celui du futur budget européen. On retrouve à Bruxelles notre correspondant Grégoire Laurie. Grégoire, bonsoir. Alors ce budget pour la période 2021-2027 va définir les priorités des politiques de l'Union européenne.
Ce rendez-vous est important car pour la première fois, les chefs d'État et de gouvernement vont évoquer ensemble le fond de ce dossier. Ce sommet doit donc permettre de présenter les positions des uns et des autres, des positions parfois très éloignées. La difficulté en fait est de trouver l'équilibre entre le financement des politiques traditionnelles de l'Union, la PAC, la politique agricole commune et les fonds de cohésion. Et puis, il y a les nouvelles priorités, l'environnement, la sécurité, la défense ou encore la politique migratoire. Faut-il augmenter le budget européen ou faut-il revoir le montant alloué à chacune de ces enveloppes? Voilà les grandes questions qui se posent. Pour sa part, la France veut maintenir le budget de la PAC et souhaite, dans le même temps, augmenter les moyens pour financer les nouveaux dossiers prioritaires. Paris suggère ainsi la mise en place de nouvelles ressources propres pour l'Union, mais tous les États membres n'ont pas les mêmes impératifs et n'ont pas la même analyse de la situation. Il faudra donc du temps et de longues négociations pour trouver l'équilibre politique et financier. À cela s'ajoute une difficulté supplémentaire. Il s'agira en principe du premier cadre financier pluriannuel, comme on dit dans le jargon institutionnel, sans la participation britannique. Il faudra donc compenser cette perte d'une façon ou d'une autre, ce qui annonce déjà une première ligne de friction. Direction la Turquie à présent, où le vice-président américain Mike Pence annonce ce soir un cessez-le-feu temporaire, une semaine après le début de l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie. Mike Pence s'est entretenu un peu plus tôt avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'armée turque doit suspendre ses opérations pendant 120 heures. Elles s'arrêteront complètement une fois que les Kurdes se seront retirés de la zone tampon que la Turquie voulait créer. Les détails avec Stéphanie Morbois. Le vice-président américain Mike Pence a rencontré pendant plus de 4 heures ce jeudi après-midi le président Erdogan à Ankara. Et en début de soirée, il a annoncé que la Turquie allait suspendre son offensive dans le nord de la Syrie pendant 5 jours et y mettre fin si les forces kurdes se retirent de ce secteur durant ce délai. Réaction immédiate de Donald Trump qui évoque un grand jour pour la Turquie et pour les Kurdes. Mike Pence a également annoncé que les sanctions contre la Turquie seraient levées lorsque le pays aura mis fin à l'offensive, conformément à l'accord conclu ce jeudi. Baptisée source de paix, l'offensive turque contre les forces kurdes dans le nord-ouest de la Syrie a suscité un tollé international. Elle a déjà fait près de 500 morts, dont une centaine de civils, et provoqué le déplacement de 300 000 personnes depuis son lancement le 9 octobre. Et puis comme chaque soir désormais, nous vous proposons un tour d'horizon des sujets traités par les autres éditions linguistiques d'Euronews, en partie en version originale. Et on commence avec l'équipe espagnole qui est bien sûr revenue sur les manifestations en Catalogne contre la condamnation de 9 de leurs dirigeants. Elles ont de nouveau dégénéré hier soir avec jet de cocktails Molotov et voitures brûlées. Le président de la Catalogne, Quim Torra, a condamné les violences de ces manifestants les plus radicaux tout en demandant une enquête sur de supposés recours à la force excessif. Aujourd'hui, il a surtout appelé à un nouveau vote sur l'indépendance de la Catalogne. Una condena global a la violencia con la que asegura no se identifica el independentismo catalán. Es könnte das letzte Mal sein, dass sich ein deutscher Holocausthelfer vor einem Gericht... Nos collègues allemands relatent de leur côté l'ouverture en Allemagne d'un des derniers procès pour les atrocités commises dans les camps de concentration nazis. Bruno Day, aujourd'hui âgé de 93 ans, est accusé de complicité dans des milliers de meurtres lorsqu'il était gardien dans un camp situé dans le nord de la Pologne. L'avocat a affirmé que son client n'avait pas eu le choix. 65 000 personnes sont mortes dans ce camp, essentiellement des femmes juives, des pays baltes et de Pologne. Jeder Prozesstag wird aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des Angeklagten nicht länger als 2 Stunden dauern. Enfin, l'équipe russe s'est penchée sur des manifestations à Varsovie contre une proposition de loi qui viserait à mettre un terme à l'éducation sexuelle en Pologne, selon les opposants. Dimanche, le parti ultra-conservateur Droit et Justice a remporté les élections législatives. Ses positions sur les sujets de société et contre la communauté LGBT divisent dans ce pays où l'influence de l'Église catholique sur les mœurs reste encore très forte. Venons-en à présent sur les conséquences du réchauffement climatique sur le vin autrichien. Leur qualité et par conséquent leur vente sont menacées par l'augmentation des températures, ce qui suscite l'inquiétude des exploitants. Regardez ce reportage.
Dans cette région viticole d'Autriche, le réchauffement climatique menace les vins les plus prestigieux du pays, le Grüner Veltliner et le Riesling. Plus la température est élevée, plus la teneur en sucre et en alcool du raisin augmente, ce qui affecte la qualité de ces vins blancs. Problème, en Autriche, les températures ont augmenté de 2 degrés depuis 1880. C'est plus du double de la moyenne mondiale. Face à ce phénomène, les exploitants ont demandé au gouvernement d'agir. En attendant, les habitudes des viticulteurs ont quelque peu changé. Nos vins classiques sont le Grüner Veltliner et le Riesling. Ils sont récoltés 4 semaines plus tôt que dans ma jeunesse. Grâce à diverses mesures, nous parvenons à les développer, mais si cela continue, le réchauffement climatique va devenir une vraie catastrophe et nous allons perdre nos vins classiques et une grande partie de notre identité. Le cépage Grüner Veltliner est de loin le plus important en Autriche. Il représente plus du tiers des plantations de vignes et constitue la principale exportation de vin. En moyenne, chaque année, 2,5 millions d'hectolitres de vin sont produits dans le pays, principalement pour la consommation intérieure. En 2018, 53 millions de litres ont été exportés, ce qui représente 170 millions d'euros. Et avec le temps, serons-nous amenés à rouler à bord de voitures qui fonctionneraient grâce à l'énergie solaire? Les participants du World Solar Challenge ont pris de l'avance en se lançant dans 3000 km de courses de voitures solaires. C'est avéré compliqué pour certaines équipes nationales. À l'arrivée, un seul vainqueur. Récit signé Olivier Peggy. Plus que quelques mètres et c'est la victoire. À Adélaïde en Australie, sous un soleil radieux, et il fallait bien ça, ce prototype conçu par des étudiants belges a remporté ce jeudi le championnat du monde des voitures solaires. Avant de gagner cette année, l'équipe a participé à 8 éditions. Ces gars méritent la victoire. Ils travaillent à fond avec nous, les pilotes. Toutes les équipes se sont données à fond. La course a été difficile, très disputée. Je suis vraiment heureux que nous, les Belges, ayons gagné. La victoire s'est dessinée le dernier jour. L'équipe belge a profité de l'abandon des Néerlandais, leur voiture ayant pris feu. Ce championnat du monde des voitures solaires se déroule depuis plus de 30 ans en Australie. Les concurrents ont traversé le pays du nord au sud, 3000 km à travers le désert, à affronter la chaleur, le vent, des conditions extrêmes qui permettent d'améliorer la technologie de ces véhicules qui seront peut-être nos voitures de demain. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous sur Euronews. L'information continue tout de suite. Le brief de Bruxelles, toute l'actualité européenne avec Grégoire Laury. Je vous donne rendez-vous demain pour Euronews Soir. Très belle soirée à vous tous.